Menace terroriste sur la Coupe du Monde. La France et 4 pays européens ont lancé aujourd'hui une vaste opération préventive. En France, 80 personnes ont été interpellées. Commentaire sur ce vaste coup de filet, Jean-Pierre Chevènement, ministre de l'Intérieur, est l'invité de ce journal. Plusieurs barrages sur les routes de France aujourd'hui, mais les chauffeurs routiers lèvent l'hypothèque d'une grève pendant le déroulement de la Coupe du Monde de football. À la découverte du pays de la longue vie dans une des régions les plus reculées de Chine, les statistiques comptent 60 centenaires pour 120 000 habitants. Tournoi de tennis de Roland-Garros au deuxième jour, disparition d'un des favoris, l'Américain Agassi. En revanche, victoire de Cédric Pioline et de Marie Pierce. Madame, Monsieur, bonsoir. Avant d'être une grande fête dans 3 semaines, la Coupe du Monde de football est d'abord un souci pour le gouvernement. Avec la menace d'attentats terroristes, une vaste opération a été lancée aujourd'hui en France et dans toute l'Europe, dans les milieux islamistes. Nous en parlerons dans un instant. Sur le plan intérieur, menace de conflits sociaux qui pourraient perturber le bon déroulement de l'épreuve. Une première hypothèque est levée aujourd'hui. Les chauffeurs routiers Force ouvrière, qui avaient organisé plusieurs barrages dans toute la France, ont décidé une trêve qui durera jusqu'en septembre. Mathieu Huchet, Yannick Aroussi. Imaginez ce car, mais rempli de footballeurs, bloqués par un barrage à quelques minutes du coup d'envoi. Une Coupe du Monde qui tourne au fiasco, un pays ridiculisé. Nous n'en sommes pas là, mais les routiers aiment faire planer la menace. Barrage filtrant, bloquant ou opération escargot, les militants de Force ouvrière ont aujourd'hui joué une partition bien connue avec un mot d'ordre, les salaires. Quand on constate qu'une femme de ménage gagne 55 francs par jour, par heure du moins, on se dit que pourquoi pas un chauffeur routier. Au total, une vingtaine de barrages ont été recensés, alors que patronat et syndicats se retrouvaient à Paris pour une séance de travail. La CFDT, qui avait signé seule l'accord en novembre 1997, s'est au passage clairement désolidarisée du mouvement. Du coup, après réflexion, tous les barrages ont été levés en fin d'après-midi, comme ici à Marseille. La bataille n'aura pas lieu. Je ne vois pas quelque chose avant septembre. Sauf si, effectivement, les patrons, mignons comme ils sont, allument eux-mêmes le propre pétard sur lequel ils sont allumés. Et ça, c'est pour moi qu'en suis maître. Force ouvrière, un peu isolée et craignant d'être impopulaire, a donc enterré la hache de guerre pour le mondial. Les footballeurs pourront jouer, Français et étrangers pourront regarder, les routiers aussi. Restent 2 menaces, celle des pilotes d'Air France. 3 syndicats, dont le principal, le SNPL, a déposé aujourd'hui un préavis de grève à partir du 1er juin prochain. Le motif est toujours le même, des problèmes de salaire. Et puis à la SNCF, la Fédération autonome des agents de conduite qui appellera ses militants à la grève le 10 juin, jour du début de la compétition, si les négociations sur les salaires ne sont pas ouvertes d'ici là. L'autre menace, beaucoup plus sérieuse, qui pèse sur la Coupe du Monde, c'est le terrorisme, des groupes armés islamiques. À titre préventif, la France a lancé aujourd'hui une vaste opération dans tout le pays qui a abouti environ à 80 interpellations. Opération relayée dans 4 autres pays européens, Allemagne, Italie, Belgique, Suisse. Michel Fine, Pascal Doucet. Les policiers escaladent tranquillement la grille du jardin et posent une échelle pour accéder à l'étage. Une deuxième équipe va couvrir l'arrière du bâtiment. À l'intérieur, 2 membres présumés d'un réseau islamiste interpellés au saut du lit. Ils n'ont pas opposé de résistance, ils assistent calmement à la perquisition de leur appartement. Sur l'ensemble du territoire, les policiers ont ainsi arrêté 53 personnes, saisi des documents, des faux papiers, des agendas et près de 800 000 francs en espèces. Au même moment, dans la région de Bonn, la police fédérale allemande interpelle cet homme, Adel Meshat. Il est considéré comme proche de l'un des émirs dissidents du GIA, un certain Hassan Attab. Les Algériens connaissent bien son visage. Sa tête est mise à prix, 300 000 francs. C'est lui qui aurait repris en main les maquis islamistes de Kabylie. La DST et les renseignements généraux sont persuadés qu'Hassan Attab a recréé des réseaux en Europe. Selon les enquêteurs, ces structures étaient susceptibles d'accueillir des terroristes potentiels. Ils auraient pu agir pendant la Coupe du Monde. Les policiers les surveillaient depuis 1 an et demi, d'où l'importance de ce coup de filet destiné à déstabiliser ces réseaux, installés en France, en Allemagne, mais aussi en Suisse, en Italie ou en Belgique. À Bruxelles, les policiers ont ainsi arrêté 7 personnes. Le 5 mars dernier, une première série d'interpellations avait déjà permis de démanteler une partie importante du réseau. Quelques jours plus tard, l'un de ses responsables passait dans la clandestinité. Les policiers l'ont arrêté ce matin en Allemagne. Le juge Jean Le Bruguière, qui depuis plusieurs mois prépare ce coup de filet, est parti outre-Rhin cet après-midi afin de l'entendre. Monsieur Chevènement, bonsoir.
Bonsoir. Est-ce qu'on peut considérer ce soir qu'après cette opération, la menace éventuelle d'un attentat pendant la Coupe du Monde est éradiquée? Alors, on ne peut jamais dire cela. Disons que toutes les précautions ont été prises depuis longtemps et un certain nombre d'indices concordants recueillis depuis plusieurs mois, mais plus particulièrement ces dernières semaines, ont amené l'ouverture d'une information judiciaire. Une autre l'avait été à la suite de la découverte d'un engin explosif, je vous le rappelle, le 11 mai, qui a pu être désactivé par le laboratoire central de la préfecture de police, mais nous avions suffisamment d'indices pour que le juge décide cette opération, le juge Bruguière, que nous avons exécutée, et je dois dire que plus de 450 policiers ont été mobilisés en France, 53 interpellations ont été réalisées, 47 gardes à vue ont été réalisés, et je dirais qu'un certain nombre de documents intéressants, de faux papiers, faux passeports. Alors justement, est-ce que Jean-Pierre Chevènement, est-ce qu'on peut parler d'opération préventive ou en fonction de ce que vous me dites, d'opération, j'allais dire, curative? Quelque chose se préparait? Non, je ne pense pas qu'on puisse parler d'opération préventive. Il s'agit, je dirais, d'opérations qui ont été menées sur la base d'un certain nombre d'indices. Naturellement, que des choses se préparaient? Des attentats se préparaient? Il y avait des indices suffisamment concordants pour que nous puissions craindre que des actions soient perpétrées pendant la Coupe du Monde. Donc cette opération était devenue nécessaire. Je veux quand même saluer la compétence et le professionnalisme de nos policiers, de la police judiciaire, DRG, de la DST, et en même temps l'excellence de la coopération européenne, la préservation de la confidentialité, toute chose très difficile à réaliser. Quel est, Jean-Pierre Chevènement, quelle est l'importance des gens, des terroristes présumés que vous avez arrêtés? Disons que ce sont 3 réseaux logistiques au moins qui ont été démantelés. Maintenant, il appartiendra à l'enquête de déterminer si, parmi les individus interpellés, il y avait des gens qui préparaient effectivement des attentats pendant la Coupe du Monde. Alors voilà, je dis cela, il fallait le faire, nous y avions quand même travaillé, réfléchi, nous étions très vigilants depuis longtemps. Cette opération à 15 jours de la Coupe du Monde était nécessaire. Je voudrais lancer un appel à tous nos compatriotes et à tous les étrangers qui sont sur le territoire national pour qu'à l'avenir, s'ils aperçoivent un objet suspect, et je le dis sans vouloir créer de psychose... Quel conseil vous donnez aux Français pendant cette période? Dans ces cas-là, il faut faire le 17, appeler la police ou la gendarmerie, police secours, et puis s'il y a un objet suspect, s'écarter à 100 mètres de préférence, faire en sorte que cet objet puisse être désactivé si c'est un engin explosif, soit par la police, soit par la sécurité civile. Naturellement, pas de psychose, beaucoup de sang-froid. Il s'agit de réussir cette fête qu'est la Coupe du Monde de football, qui a évidemment un immense retentissement mondial. Il y a 37 milliards de téléspectateurs en cumulé. D'où la coopération nécessaire avec les polices européennes. Bien entendu, il y a une coopération étroite avec toutes les polices européennes, et je crois pouvoir dire que c'est une opération sans précédent. Alors je suppose que le plan Vigipirate, qui est toujours en activité, va être encore renforcé pour cette période? Il l'a déjà été depuis le 19 mai, et il le sera à nouveau après-demain, le 28 mai, c'est-à-dire qu'il y a toute une série de dispositions qui sont prises dans les lieux publics, tous les responsables de services publics, toutes les salles de spectacle, les lieux qui reçoivent du public doivent naturellement être sensibilisés au fait que nous entrons dans une période de 45 jours où la vigilance doit être à la mesure de l'événement formidable qu'est cette Coupe du Monde. Et est-ce que par rapport au lieu même où se déroulent les compétitions, les stades, quelles sont les dernières directives que vous avez données? Parce que c'est là qu'on peut penser que puissent avoir lieu des attentats ou Bien entendu, disons qu'il n'y a pas que ce risque-là, il y en a d'autres. J'aurai l'occasion de m'exprimer à ce sujet. Disons qu'il y a 10 sites. L'opération de police judiciaire qui s'est déroulée aujourd'hui, 26 mai, ne s'est pas déroulée que dans la région parisienne, mais aussi, par exemple, dans les Bouches-du-Rhône, ou à Nice, ou même en Corse,
ou dans un département comme le Rhône, là où il y aura par conséquent des matchs. Jean-Pierre Chevènement, le ministre de l'Intérieur que vous êtes ce soir, après cette opération d'aujourd'hui, il est dans quelle disposition d'esprit? Il est rassuré, à moitié rassuré, toujours inquiet? Je suis très satisfait des résultats que nous avons obtenus, très satisfait de la coopération que nous avons rencontrée dans plusieurs pays, l'Allemagne, la Belgique, la Suisse, l'Italie. 4 mandats d'arrêt internationaux ont été lancés par le juge Bruguière, qui ont abouti notamment à l'arrestation de Adel Mechat et de Omar Saiki en Allemagne. C'était, je dirais, des gens dont il convenait de s'assurer qu'ils ne puissent pas nuire. Alors, il y a la garde à vue, c'est 48 heures, mais elle peut être prolongée pendant 4 jours dans le cadre de la loi antiterroriste. Dernière chose, la dernière angoisse, je suppose, du ministre de l'Intérieur, ce sont les hooligans. Oui, ça c'est un autre problème. Je dirais qu'il est traité aussi en coopération avec les polices étrangères qui les connaissent bien. Donc ils sont suivis, il y a des physionomistes, il y a des gens qui s'occupent de cette sécurité qui est une des conditions de la réussite de cette grande fête. Alors je ne voudrais pas la troubler ce soir. Je pense qu'il faut simplement que les Français soient conscients que nous avons pris beaucoup de précautions au niveau de la police, de la coopération internationale. Et que vous comptez aussi sur les Français. Et je compte beaucoup sur les Français et sur les autres. Parce que si nous prenons l'exemple de l'engin explosif, c'est un étranger qui nous a signalé sa présence dans le 19e arrondissement, avenue Jean Jaurès. Et nous avons pu le désactiver à temps. Donc beaucoup de sang-froid, beaucoup de calme. Ne pas confondre, je le dis parce que j'ai vu que vous l'aviez fait, islamique et islamiste. Je pense que il y a une grande différence, hein, même je dirais, ça n'a rien à voir. L'islam tranquille de la plupart de nos compatriotes musulmans ou des musulmans qui vivent en France ne doit pas être confondu avec un terrorisme aveugle, pas plus que les évangiles ne sont, comment dirais-je, à confondre avec l'Inquisition. Monsieur le ministre, je vous remercie. Un autre sujet qui vous intéresse et dont on va parler tout de suite, le ministre de l'Intérieur, Jean-Pierre Chevènement, a reçu un rapport aujourd'hui sur l'aggravation des violences urbaines et de la délinquance des mineurs. En voici quelques données. Si entre 96 et 97, la criminalité a globalement baissé, moins 0,85%, dans les 15 départements les plus sensibles, les agressions contre les policiers sont en augmentation de 6%, contre les commerçants de 14%, la violence contre les écoles 14,5% et contre les services publics en général, plus 41%. Voyons maintenant l'application d'une des décisions que le ministre de l'Intérieur a prises récemment, le redéploiement des fonctionnaires des renseignements généraux qui sont amenés désormais dans certains cas à informer en amont leurs collègues sur les bandes organisées. Enquête Pascal Doucet, bon Philippe Ray. Bah, si tu peux prendre les 4 qui sont devant moi là, les 4 avec la casquette. Enfin, il y en a 3 en casquette, tu vois, ils arrivent juste devant moi. Pas question d'hésiter, Laurence n'a que quelques secondes pour prendre ses photos. Je rappelle à tous que le temps nous est compté, hein. Nous sommes dans un sous-marin, un soum, comme ils disent. Okay. Un véhicule aux vitres sans teint pour voir sans être vu. Ouais, les 3 là, je prends, attends. Fred et Laurence connaissent parfaitement ceux qu'ils surveillent. Ils les savent méfiants, alors le soum ne stationne jamais plus de 2 minutes. Une équipe de protection le suit en permanence. Ça n'exclut pas les petites frayeurs. C'est très impressionnant la première fois. J'ai eu l'impression que l'individu allait s'approcher de moi et ouvrir la porte et me taper dessus, quoi. Ce soir-là, Fred et Laurence sont en planque dans les étages d'une cité parisienne. Tu as vu, il y en a qui arrivent, les 3 qui arrivent. Ils appartiennent tous les deux au groupe des renseignements généraux parisiens spécialisés dans les violences urbaines. Il y a toujours le gars sur le toit. Plus bas, des adolescents bien connus assistent à un match de football, mais d'autres les ont rejoints. Ce sont eux qui intéressent les policiers. Il y en a une quinzaine qui sont arrivés ensemble. Alors on ne va pas en conclure qu'on a affaire à une bande. Mais bon, ça nous laisse quand même supposer que ces jeunes-là se déplacent, se connaissent. Et bien entendu, lorsqu'on fait une surveillance et qu'on tombe sur un certain nombre d'individus que l'on ne connaît pas, on ne peut être que satisfait. Certains soirs, les jeux des ados deviennent plus inquiétants, surtout comme ici lorsque les couteaux font leur apparition. Si les choses dégénèrent, les RG donnent immédiatement l'alerte. Les individus eux-mêmes ne savent pas ce qu'ils vont faire dans la demi-heure qui précède leurs actions. Vous les connaissez sans les connaître, sans jamais les rencontrer, finalement, c'est pas un peu frustrant à force? Il y a certains individus qui peuvent nous paraître extérieurement sympathiques et puis qui peut-être nous décevraient énormément si on discutait avec eux.
Donc dans le... Ou l'inverse. Ou l'inverse. Ce type de planque peut durer plusieurs heures par jour, pendant plusieurs mois. Il y en a 2-3, tu vois, voilà, là, qui sont les frères, là, que tu connais. Pourtant, l'essentiel du travail commence après. Consultation des fichiers, questions au réseau d'indicateurs, les moyens classiques d'enquête permettent d'identifier les inconnus. Ces informations ne peuvent être utilisées devant un juge. Elles permettent juste à la police judiciaire d'aller plus vite en cas de grosse affaire. Où s'arrête le renseignement, où commence l'intrusion dans la vie privée, les RG se posent parfois la question, mais ils sont sûrs de l'utilité de leur mission. Nous, c'est vrai que l'on pense en priorité aux riverains. Donc la fin justifie les moyens? Non, la fin ne justifie pas les moyens. Notre rôle, en fin de compte, c'est de prendre un peu la température d'une cité et essayer d'y apporter des remèdes. Mais le travail des RG ne sert pas qu'à la police. Les urbanistes aussi en profitent. Ici, des bandes se réunissaient régulièrement. Alors on a rendu l'allée principale à la circulation. Les cours intérieures ont été réouvertes. Les deals de drogue ou les simples chahuts sont devenus plus rares. Ce genre de radiographie en amont, je dirais, des problèmes, permet aux autres intervenants sociaux ou municipaux de pouvoir prendre en compte ces observations et d'apporter ce genre d'aménagement. Laurence et Fred sont tous les deux volontaires pour ce travail. Ce soir, ils sont encore en planque, quelque part, à Paris. Le dossier des dioxines dans l'alimentation est pris très au sérieux par le gouvernement, même si les informations de ces derniers jours peuvent apparaître excessives. En effet, après le lait, la viande, on parle maintenant de présence de dioxines dans le lait maternel. Rappelons que ce résidu toxique est la conséquence des émanations en provenance des usines d'incinération de déchets. Jean-Daniel Flézaquier, Éric Perrin. Les dioxines étaient au menu du jour à l'Assemblée après qu'une association a mis en cause la présence de ces substances dans les graisses de morceaux de viande achetés en grande surface. Réaction du secrétaire d'État à la Santé. Que les incinérateurs qui sont en accusation soient mis aux normes. Première exigence. Deuxièmement, il faut dans les zones en question, pour que la santé publique soit respectée, multiplier les mesures. Nous le ferons. À partir d'avril, déjà, le ministère de l'Environnement puis le ministère de l'Agriculture sont en charge. Les résultats seront publiés en septembre. Et ils porteront sur le lait, mais aussi sur la viande et les végétaux produits autour de ces incinérateurs. Dans un même temps, le Réseau national de santé publique mène une étude sur les dioxines dans le lait maternel. Des échantillons proviendront de 240 donneuses et seront prélevés dans divers lactariums. De telles études ont déjà été conduites aux Pays-Bas notamment. Malgré des concentrations parfois élevées de dioxines dans le lait des mères, les études n'ont rien prouvé. Pour l'instant, les données donc ne sont pas très conclusives. Ces enfants ont été suivis pendant plusieurs années, donc pour l'instant on n'a rien vu de spectaculaire, ce que je disais, ce qui n'exclut pas que des effets sur la reproduction ou sur les hormones pourront se manifester par exemple à la puberté. Donc pour l'instant on est dans l'expectative. Il y a d'un côté un risque potentiel très hypothétique et infinitésimal. De l'autre, il y a le bénéfice sans cesse démontré de l'allaitement au sein, notamment une protection contre les infections digestives mais aussi contre les allergies. Allaiter un enfant est ce qu'il y a de mieux pour éviter que des manifestations allergiques se développent chez ce nourrisson. Bien sûr, cet allaitement doit être couplé à d'autres mesures. On peut le dire, bien sûr, suppression du tabac notamment, faire attention aux animaux domestiques et d'autres choses encore. Depuis 20 ans, les taux de dioxine dans l'environnement ne cessent de diminuer. Il n'y a donc aucune raison de renoncer à ce qui reste l'un des plus beaux gestes d'amour. Au procès des assassins présumés de Yann Pia, après les hommes politiques, les témoins du drame, ce sont les accusés qui étaient interrogés aujourd'hui. Le meurtrier présumé, ses complices et celui qui est présenté comme le commanditaire du crime. Reportage Agnès Varamian, Bruno Livertou. Pendant 4 ans, ils se sont accusés les uns les autres. On pensait que dans le box, ces dénonciations continueraient. Mais voilà, en 3 semaines de procès, c'est comme si les liens s'étaient renoués. Marco Di Caro, par exemple. Après avoir reconnu les faits, il a toujours désigné Lucien Ferry comme le tireur. Il n'a pas perdu la mémoire, il sait bien sûr qui a tué Yann Pia. Mais après 4 ans de prison, à l'isolement, il a décidé de ne parler que de lui-même. Il a des années à faire encore en prison, il ne sait pas combien. Je pense que ce sera lourd, mais en fait, il les fera. Il veut les faire tranquilles ?
Il veut les faire tranquilles sans avoir une quelconque étiquette de balance, de repenti. Et pourtant, dire toute la vérité pour Marco Di Caro allégerait sans doute sa condamnation. Mais ce n'est pas cette logique qui domine dans le box. Romain Gressler et Olivier Thomasson, les guetteurs de l'assassinat, désignaient eux aussi Lucien Ferry comme le passager de la moto du crime. C'était encore il y a quelques mois. Aujourd'hui, leur mémoire défaille. De Ferry, ils ne s'en souviennent pas, au désespoir de leurs défenseurs. Mon client n'a pas peur, ça pour le connaître je peux vous l'affirmer. Maintenant ce qui lui dicte le discours qu'il a choisi de tenir, écoutez, c'est 4 ans de réflexion et c'est peut-être des données qui m'échappent et qui nous échappent, qui tiennent au fait que ce sont des gens qu'il connaît depuis très longtemps. Solidaires autour de Ferry et amis, les co-accusés discutent, sourient ensemble. Dans le box, ils sont à nouveau une bande. Personne ne veut plus aujourd'hui accuser Ferry, par amitié, par peur, moi je n'en sais rien. Mais en tout cas, Ferry exerce encore aujourd'hui incontestablement sur cette bande un pouvoir important. Et Gérard Final, le présumé commanditaire, il a encore nié aujourd'hui tout ce qu'on lui reproche. Et dans sa logique, Marco Di Caro ne devrait plus l'accuser comme il l'a fait pendant les 4 années de l'instruction. Mais cette stratégie n'arrange pas le patron de bar, car la loi du silence et le doute ne profitent pas forcément aux accusés. Les forains se sont joints aujourd'hui aux routiers dont nous parlions tout à l'heure pour organiser des barrages sur plusieurs routes et autoroutes de France. Ils protestent contre le déplacement des fêtes foraines loin des centres-villes pour officiellement des raisons de sécurité à la suite d'incidents à répétition. Reportage Virginie Fichet et Diego Garcia. Voilà monsieur, une bonne sucette pour s'excuser du désordre, parce qu'autrement on va nous mettre nos manèges à la casse. Alors il faut bien qu'on fasse quelque chose. Une petite douceur pour se faire pardonner des opérations que les forains ont voulu coup de poing. Barrage filtrant ou opération escargot sur les principaux axes autour de Metz, Strasbourg, Lille ou Montpellier. Au total, les forains ont occupé aujourd'hui une dizaine de positions stratégiques. À Marseille, sur l'autoroute A7, ils s'étaient joints dès hier soir aux routiers, tout comme à Bordeaux où ils sont venus grossir les troupes en début de matinée. Les maires ont tendance voire à supprimer la fête, voire à la déplacer, la mettre dans des lieux où ils ne feront plus de chiffre d'affaires. La plupart des barrages ont été levés dans l'après-midi alors qu'à Paris, 200 forains manifestaient dans les rues de la capitale. Une manifestation en forme de parade qui a abouti au ministère du Commerce où une délégation a été reçue en fin de journée. L'intersyndicale des forains a notamment réclamé la création d'un ministère de tutelle. Jusqu'à aujourd'hui, personne ne s'est occupé de notre profession. Et aujourd'hui, je pense qu'on va s'occuper de notre profession. Venus en nombre, les forains de la Foire du Trône espèrent eux aussi être entendus. Déplacement de la Foire du Trône. Aujourd'hui, le déménagement programmé de la plus grande fête de France a pris valeur de symbole pour toute une profession. Peut-être le début d'une affaire sordide dans le village d'Illy, dans le département du Nord. Les gendarmes procèdent actuellement à la fouille d'un jardin où pourraient être dissimulés plusieurs cadavres de nouveau-nés. Pour l'instant, ils n'ont rien trouvé. Ces fouilles ont été déclenchées à propos d'une autre affaire. 2 hommes et une femme ayant été mis en examen pour violence sur leur père qui vivait véritablement emprisonné et maltraité dans cette maison au bord de la route. Dans la bataille pour la mairie de Paris entre le maire Jean Tibéri et Jacques Toubon, les 2 hommes ont accepté l'arbitrage du président du RPR, Philippe Séguin. Leur querelle est mise entre parenthèses jusqu'au 30 juillet. Et finalement, chacun reste tout de même sur ses positions. Jean Tibéri veut toujours que le groupe de Jacques Toubon soit dissous. Et Jacques Toubon estime que cette dissolution n'est plus d'actualité immédiate. En voyage en Anjou, le président Jacques Chirac est revenu à mots couverts sur cette affaire et d'autres en évoquant la fameuse douceur angevine. Reportage Véronique Saint-Olive, Jean Cornu. Il n'y a jamais dans cette région, sans regarder en tous les cas moi, un peu de baume au cœur. Et dans les moments difficiles, c'est cette région que l'on peut évoquer pour penser à la sagesse qui devrait être plus généralement partagée. La confidence et l'aveu spontané ne figurent pas dans le discours écrit. Pour la première fois, le président de la République reconnaît à mi-mot que les temps ont été durs pour lui et l'opposition. Visite de l'abbaye de Fontevraud, l'occasion pour Jacques Chirac de méditer sur la sagesse qu'il croit voir revenir. Sagesse pour lui que le lancement de l'alliance par Philippe Séguin et François Léotard. Pour Jacques Chirac, l'opposition fait ainsi le choix de l'union dans la diversité, c'est ce que ses électeurs attendaient. Sagesse aussi que cet accord qui serait enfin intervenu à l'hôtel de ville, Jacques Chirac ne cache pas qu'il a été personnellement atteint par ce combat fratricide. Le président de la République sait bien que la reconquête demandera du temps,
Pendant ces 2 jours, il a constaté qu'il y avait peu de monde sur son trajet et derrière les applaudissements, il a entendu parfois les sifflets. Un an après son arrivée à l'hôtel Matignon, un sondage CSA pour Libération a tout pour plaire au Premier ministre. 47% des Français estiment qu'il gouverne différemment de ses prédécesseurs, mais 34% estiment que sa capacité à résoudre les problèmes n'est pas meilleure que les autres. Sur le plan personnel, la principale qualité que l'on reconnaît à Lionel Jospin, à 80%, c'est son caractère volontaire. Quant au secrétaire national du Parti communiste, Robert Rue, s'adressant aux jeunes du PC, il s'est inquiété aujourd'hui du retour aux pratiques hégémoniques du Parti socialiste et du gouvernement. Peut-être des nuages à l'horizon pour Lionel Jospin. 5000 actionnaires de France Télécom réunis pour la première fois au Palais Omnisport de Bercy à l'occasion de la première Assemblée Générale des nouveaux actionnaires depuis que l'entreprise a été privatisée à hauteur de 20%. En quelques mois, l'action ayant doublé, ce sont des actionnaires heureux qui étaient présents. Damien Thévenot, François Granier. Porte principale, c'est tout droit en haut des escaliers. Vous montez les escaliers. Des actionnaires aux petits oignons. Accueil personnalisé dès la sortie du métro et sourire de rigueur pour cette première réunion de famille. Évidemment, tous ces petits porteurs ne sont pas des professionnels de la finance. Ils ne possèdent au plus que quelques dizaines d'actions France Télécom. Peu importe, tous connaissent leur entreprise sur le bout des doigts. C'est quand même la première entreprise de capitalisation de la Bourse de Paris. À l'intérieur du Palais Omnisport de Bercy, un spectacle à l'américaine pour rappeler les performances de France Télécom. 15 milliards de francs de bénéfices en 97, la privatisation de 20% du capital en octobre dernier a séduit 4 millions d'actionnaires. Le PDG est aux anges. C'est la première fois que nous réunissons tous nos actionnaires depuis notre mise en bourse. Et nos actionnaires sont pour nous des gens importants, comme pour toutes les entreprises. Peut-être un peu plus pour nous, parce qu'en plus, ils sont tous nos clients. Alors on les aime 2 fois, on pourrait dire. Un amour partagé par les actionnaires, et cela peut se comprendre. En octobre, l'action France Télécom coûtait 182 francs. 7 mois plus tard, elle vaut presque le double. Et si aujourd'hui je revendais mes 56 actions, après avoir touché le dividende, ça me ferait 56 fois, c'était combien on a dit 500 349 hier. Résultat, 9000 francs de plus-value. C'est amusant dans ces conditions. La finance, ça deviendrait presque plaisant. J'aime bien venir, écouter 2 heures sans me parler. Ça, elle aime bien entendre parler. J'aime bien entendre parler, moi, ça me gêne pas. Parce que mon mari n'aime pas ça. Il trouve que c'est du baratin. Des actionnaires heureux donc, mais aussi quelques salariés mécontents. Ils étaient plusieurs dizaines cet après-midi à dénoncer les suppressions d'emplois à France Télécom. L'actualité internationale, l'atmosphère se détériore encore un peu plus entre Israéliens et Palestiniens. De violents affrontements ont eu lieu, vous le voyez aujourd'hui, dans la partie arabe, l'est de Jérusalem, où des colons israéliens entendaient implanter une nouvelle colonie sauvage. Le maire de Jérusalem ce soir a décidé de ne pas accepter cette implantation. Les anciens combattants anglais de la Deuxième Guerre mondiale qui ont servi sur le front de Birmanie n'ont pas oublié le traitement qui était infligé à leurs prisonniers par l'armée japonaise. Ils ont manifesté cet après-midi sur le passage du carrosse où avait pris place l'empereur du Japon, actuellement en visite officielle en Grande-Bretagne. Londres, Étienne Lénard. C'est le genre de visite où toutes les étapes d'ordinaire sont réglées comme du papier à musique. En l'occurrence, la mélodie qui en milieu de journée est montée des tribunes au passage du carrosse de la reine d'Angleterre était pour la circonstance plutôt inattendue. Des sifflets, des cris de colère, des demandes d'excuses que l'empereur du Japon n'aura pas entendues. Toute vitre fermée, le carrosse est passé. En revanche, ce qu'il n'a pu ignorer, ce sont ces vétérans qui se retournent sur son passage et brûlent le drapeau japonais. Quand j'ai entendu l'orchestre britannique jouer l'hymne japonais, j'ai pleuré pour la première fois en 50 ans. Tous les jours pendant 3 ans, on m'a forcé à m'incliner devant l'image de leur empereur. Un affront fait à l'empereur qui, pour ses anciens de la Deuxième Guerre mondiale, sonne comme une revanche. Des milliers d'entre eux ont connu les camps de prisonniers, en Birmanie notamment, pour la construction du chemin de fer immortalisé dans le fameux pont de la rivière Kwai. Mais les excuses ne viendront pas. L'empereur du Japon n'est pas autorisé constitutionnellement à s'exprimer au nom de son gouvernement. Et sans montrer aucun agacement, il a donc reçu de la reine Elisabeth la plus haute distinction de la monarchie britannique, avant de s'incliner en l'abbaye de Westminster sur le tombeau du soldat inconnu. Les vétérans se sont promis d'accompagner bruyamment et jusqu'à son terme la visite impériale. Récemment, et nous en avons parlé ici même, un rapport de l'Organisation mondiale de la santé mettait en avant l'allongement de la durée de vie dans les pays développés. L'exception qui confirme la règle nous vient de Chine, dans une des régions les plus reculées du pays, qui abrite 60 centenaires pour 120 000 habitants seulement. Isabelle Bechler et Tristan Lebras.
La région est reculée, semi-montagne rurale dans le karst de la province du Guangxi. Elle abrite 60 centenaires pour 120 000 habitants. Comme ce monsieur Tien, auquel le gérontologue du district rend visite aujourd'hui. Quelques gestes médicaux de base, quasi pure forme, rassureront le médecin sur l'état de santé du patriarche de 102 ans que soutient sa fille aînée de 80 et quelques. Personne ne dira à monsieur Tien que le tabac pourrait lui faire du mal. On lui offrira plutôt des cigarettes pour l'honorer. Dans le passé, on mangeait du maïs, des légumes, des haricots, des pois jaunes, avec de l'huile de thé ou de l'huile de chanvre. Pas beaucoup de viande, du sanglier parfois. On se nourrissait comme ça. Son mode de vie extrêmement spartiate explique sa longévité. Pas d'excès, une nourriture saine, de l'exercice constant et un environnement familial chaleureux. Dans cette vallée, à 300 mètres d'altitude, on n'utilise toujours que des engrais traditionnels. Et le mode de vie rural a à peine évolué. J'en suis à mon 5e cercueil. Vous vous rendez compte? Mes enfants m'ont fait le premier quand j'avais 80 ans. Là, ce que je sais, c'est que c'est le 5e. Ne me demandez pas mon âge, je suis si vieille que je ne sais plus. Voilà 107 ans que Madame Chen vit dans cet environnement sans produits chimiques. Elle mange des légumes lavés dans la rivière, cuits à la vapeur ou sautés à l'huile de chanvre ou de thé. Du porc aussi. Elle reste active pour aider la maisonnée de ses 5 enfants et tous ses petits et arrière-petits-enfants. D'ailleurs, la bonne humeur et la bonne chair sont de mise dans ce village de l'ethnie Zhuang. On ne dédaigne pas l'alcool de riz dans lequel on macérait quelques plantes et animaux médicinaux. Ça fait 10 ans que j'étudie ce phénomène des centenaires. Il y a un environnement sans pollution, une population sans consanguinité avec des mariages mixtes, de l'eau et une nourriture sans pesticides. La municipalité exploite déjà le régime alimentaire des centenaires de la région, produit à base de maïs local, eau minérale ou comme ici le fameux breuvage de longévité. Ce sont des geckos. On les a vidés puis trempés dans de l'alcool de riz à 50 degrés. Au bout de 6 mois, on peut les ajouter aux autres ingrédients. Une vingtaine de plantes entrent dans la composition de l'élixir de longue vie de Bama, plus les animaux. Tout est garanti sans pesticides et la municipalité envisage d'exporter au-delà des provinces du sud de la Chine. Déjà, le miracle de Bama a attiré l'attention des Japonais. La Coupe du Monde de football, une centaine de policiers parisiens occupent les locaux du comité d'organisation. Ils réclament le paiement d'arriérés de primes pour le surplus de travail engendré par le plan Vigipirate et la venue du pape à Paris, c'était en août dernier. Et ce, juste avant l'ouverture de la compétition de football qui va à nouveau les mobiliser le mois prochain. Le sport proprement dit, l'équipe de France de football, elle, est installée pour 2 matchs de préparation au Maroc. À cette occasion, on pense que le sélectionneur Aimé Jacquet va enfin présenter son équipe type. En tout cas, on sait déjà que le gardien titulaire sera Fabien Barthès, préféré à Bernard Lama, dans un premier temps du moins. Un reportage Yann Lavoie, André Germain. On pourrait l'interpréter comme un ouf de soulagement, car Fabien Barthès vient d'apprendre qu'il sera le gardien titulaire pour la Coupe du Monde. En fait, Barthès souffle un peu après un entraînement de forçat, mais il est insatiable. Devenu le numéro 1 au poste de gardien depuis le passage à vide de Bernard Lama, Barthès garde logiquement sa place, même si pour le sélectionneur, le retour de Lama est indispensable au groupe. Son vécu, sa maturité, le respect qu'il impose dans ce groupe, pour nous, je dois dire que je suis extrêmement confiant dans le comportement de Bernard Lama et dans le comportement de ces 3 gardiens de but. Ça va bien? Ça va. Bien sûr, Lama est un monument, bien mieux connu que Barthès à l'étranger par exemple. Bernard Lama. Barthès? Non, Barthès est plus percutant. Barthès mérite sa place. Bernard Lama, il a beaucoup d'expérience. De toute façon, les places, elles coûtent cher en équipe de France. Même au Maroc, le débat était d'actualité hier soir. Un débat qui est donc clos désormais et Lama a su sagement mettre son ego de côté et accepter, pour des raisons de défense nationale, ce coup dur qu'il vient d'encaisser. Nous avons la responsabilité d'accomplir le rêve de tout un peuple. Donc c'est une lourde responsabilité, mais qui nous honore aussi.
Et c'est pour ça que je dis que les cas individuels importent plus ou moins peu, quoi. Notre ego, il faut le laisser de côté, parce que en fait, quand on est en équipe de France, on ne joue pas pour soi, quoi. Discret sur le sujet, mais surtout détendu, Fabien Barthez va pouvoir entamer ce tournoi au Maroc dans des conditions, disons, royales. Et d'après les toutes dernières informations, voici l'équipe de France pratiquement officielle qui jouera demain contre la Belgique. C'est sans doute l'équipe type d'ailleurs qui jouera les premiers matchs de la Coupe du Monde. Barthez, Thuram, Desailly, Blanc, Lizarazu, Karambeu, Deschamps, Pires, Zidane, Djorkaeff, Guy Varche. Ça ressemble beaucoup à l'équipe type qui avait joué contre l'Espagne. Au deuxième jour du tournoi de tennis de Roland-Garros, disparition de l'Espagnol Bruguera, mais surtout de l'Américain Agassi. En revanche, Cédric Pioline, Marie Pierce se sont qualifiés. Laurent-Frédéric Paulet, Maryse Richard. Il y a comme de la détresse dans le regard d'André Agassi. Il y a comme de la détermination dans l'attitude de son adversaire. Un Américain à Paris, ex-numéro 1 mondial, un Russe, 111e et sans complexe. Une star qu'on disait en plein renouveau, un futur ténor qu'on n'avait peut-être pas vu venir. Il s'appelle Marat Safin. Il n'a que 18 ans, 1m95, 81 kg. C'est l'image même du Goliath du tennis. André Agassi l'a vite compris. Roland Garros cette année encore sera un échec pour lui. Il est tombé face aux joueurs des années 2000, une montagne de puissance dont le destin semble pourtant commencer aujourd'hui. Il y a des choses qu'on peut contrôler et d'autres pas. J'ai essayé de tenir bon, mais ça ne sera pas pour cette année. Non, Agassi s'incline en 5-7 et ne rencontrera pas Gustavo Kuerten au prochain tour. Pour Safin, qui joue et vit à Valence en Espagne, c'est au contraire la promesse de lendemain enchanteur. Oh, j'ai juste battu Agassi, c'est tout. La Terre ne va pas s'arrêter de tourner. Malgré tout, il y avait comme une passation de pouvoir cet après-midi à Roland-Garros. Drôle de danse sur le central. Cédric Pioline, au bout de son épuisement, perclus de crampes. En face, ça n'est pas mieux pour l'Uruguayen Filippini. 3h53 de match, 5-7 acharnés et au bout du compte, une victoire à l'arraché pour Pioline. Tout est bien qui finit bien, dans un grand sourire même, Pioline qui à défaut de rêver à Roland-Garros a déjà gagné la bataille des éclopés. Sortie cette semaine d'un film réalisé par le dernier président du jury du Festival de Cannes, Martin Scorsese, Kundun. À son tour, le réalisateur américain a été visiblement séduit par le Dalai Lama et l'histoire tragique du Tibet envahi par la Chine. Aubry Edler, Patrick Desmully. Tibet, 1937. Les envoyés de Lhasa cherchent la réincarnation de Bouddha. Le destin du 14e Dalai Lama s'inscrit désormais dans l'histoire. Oui, ça aussi c'est à toi. Oui, Kundu. En suivant pas à pas du Tibet à l'exil, l'itinéraire du Dalai Lama, Martin Scorsese invente un genre où s'entremêlent documentaires intimistes et fresques spirituelles. De l'apprentissage religieux à l'invasion chinoise, Scorsese se fait historien fidèle, mais, et c'est le génie du plus mystique des réalisateurs américains, il sait nous faire découvrir et partager les doutes et les angoisses du chef spirituel du Tibet. Le Dalai Lama nous a raconté ses cauchemars. D'ailleurs, les seules images violentes du film, comme le sang dans la mare ou les moines assassinés, viennent de ces cauchemars. Il nous a raconté toutes ces choses. C'est comme ça qu'on a réalisé qu'il fallait s'appuyer sur l'imaginaire pour montrer l'histoire et la culture du Dalai Lama. En fait, la violence imaginée est aussi forte que la violence elle-même. Il vous faut apprendre ceci. La religion est un poison. Nous rejetons toutes les demandes de la Chine. Kundun est d'une pureté époustouflante. Cours rigoureux d'histoire contemporaine, le film est aussi une leçon passionnée de sagesse. Le film a changé ma vie, énormément. Ma mère est morte pendant le tournage et beaucoup d'autres choses ont été bouleversées dans ma vie. Finalement, l'idée, c'est que ce film m'a changé dans le sens que désormais, je ne veux plus perdre mon temps. On attend toujours Martin Scorsese à New York en peintre incontestable de la violence urbaine. Il impose aujourd'hui sa vision inspirée du royaume de la paix. Le rappel du principal titre de l'actualité de ce mardi, menace terroriste sur la Coupe du Monde. La France et 4 pays européens ont lancé aujourd'hui une vaste opération préventive. La menace était réelle, nous a confirmé Jean-Pierre Chevènement.
qui invite les Français à la vigilance sans céder pour autant à la psychose. Voilà, dans un instant la météo. Sophie Davant, demain matin, dans les 4 vérités, Françoise Laborde recevra Dominique Voynet, ministre de l'Environnement. Je vous souhaite une excellente soirée sur notre chaîne. Bonsoir, à demain.